Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Big Up et cette nouvelle rubrique Big Divan. Alors ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas nous allonger. J'ai déjà essayé de me relever, moi, avec mon genou. Alors, Big Divan, c'est quoi? Ce n'est pas une nouvelle rubrique, c'est un nouveau nom de rubrique. Le nom a changé, mais le principe est resté le même. L'idée, c'est de faire venir un grand patron, un entrepreneur, un entrepreneur de l'immobilier, sa trajectoire, sa vision, ses convictions. Et mon invité aujourd'hui, c'est un homme qui est entré dans l'immobilier par conviction et aussi par pragmatisme. Jingle. Merci Christophe Courtin de participer à cette 3e édition de Big Up. Tu es tout le monde te connaît, mais je rappelle, tu es le fondateur du groupe de promotion Courtin, tu es le créateur du réseau de coworking Flexo et tu es plus récemment l'inventeur de SaaS Office. Tu vas nous en dire quelques mots et peut-être plus dans la deuxième partie de cet entretien. Alors je l'ai dit, tout le monde te connaît parce que tu es un pro de la com. Moi je t'ai rencontré en 2019, je crois que c'était à l'occasion des 50 ans de Sophia Antipolis. Visiblement, j'étais pas seule à être tombée sous le charme de cette Silicon Valley à la française. Tu as aussi posé tes valises avec le sentiment que ce territoire était une terre d'opportunités. On peut dire que tu débutais à cette époque en immobilier, c'était le début de ta légende. Tu étais connu plutôt pour avoir disrupté le monde de l'assurance avec une start-up, ta start-up qui s'appelait Santian, absolument, que tu as revendu. Et tu étais également ça m'avait fasciné à l'époque parce que je pense que les Français ne le savaient pas, tu étais l'un des tout premiers business angels en France. L'assurance, l'immobilier, l'innovation. Qui êtes-vous vraiment, monsieur Courtin? Alors merci Sandra, bonjour à toutes et à tous. Donc qui je suis un entrepreneur, passionné d'innovation, passionné de rupture, de projets de rupture. Donc je suis parisien, j'ai fait Dauphine. À la fin de mon master, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? On me proposait un stage de consultant dans une ESN à 40K. Je me suis dit bon bah je débute, donc autant faire autre chose. Je suis parti dans le sud de la France où mes parents avaient fait construire une maison. Et puis avec mon épouse, que je suis toujours avec elle d'ailleurs et mes 2 fils, je suis rentré un peu dans l'assurance par hasard. Et on a. C'était Big Divan, c'est genre confession. Ah bah là, tu me mets un divan, je suis parti. Hein. Voilà, tu vois, regarde. Et en fait, on a créé le premier courtier d'assurance qui s'appelle Santian, qui de 0 à 6 ans est passé de 0 à 200 millions de chiffre d'affaires, de 0 à 350 collaborateurs, 20 millions d'EBIT, donc plutôt une belle boîte. Et j'avais quasiment 100% du capital. Donc je me suis retrouvé avec 32 ans avec un petit peu d'argent. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? À 32 ans, bon, quand on a 60 ans, on a plus d'idées, on veut profiter, mais à 32 ans, on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Ne me regarde pas quand tu dis ça. Et donc j'ai décidé et là je reviens à ce qu'on disait, de faire un tour du monde avec ma femme et mes enfants pendant 1 an et demi. Et quand je suis revenu, mon mindset avait évolué. C'est-à-dire, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour que je sois fier, que mes enfants soient fiers voilà, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas pris de vacances pendant 15 ans. Déjà, je vais profiter de mes enfants, ce que je fais toujours aujourd'hui, même si je suis un gros bosseur. Et je vais essayer de faire du bien, ou en tout cas pas faire du mal à la planète. Donc j'ai créé 2 activités. La première, c'est Courtin Investments, pour les sociétés à impact. Aujourd'hui, je finance 120 startups en portefeuille. Je suis en effet dans le top 5 des BA depuis 6 ans. Une deuxième activité qui est donc Courtin Promotion, anciennement Courtin Real Estate, où on a commencé à réhabiliter des bâtiments, notamment à Sofia. Moi, j'habite à Mougins, donc je me suis intéressé à cette zone et j'ai été surpris de voir qu'une zone qui est connue et en même temps inconnue avait 1 500 000 m² de bureaux et 1 450 000 moches, obsolètes et énergivores. Et pourtant, on a des sièges comme Accenture, on a Daimler, on a Amadeus. Et donc, cette dichotomie n'était pas logique. Quand j'étais au Japon, j'étais même à Casablanca au Maroc, et que je voyais que tous les bâtiments du monde étaient tous plus beaux que Sophia Antipolis en France, je me suis dit, il y avait peut-être un problème. Et donc, je me suis dit qu'en travaillant sur la réhabilitation des bâtiments de façon éco-responsable, on utilise beaucoup ce mot, des fois qui est un peu galvaudé, beaucoup de greenwashing. Qu'est-ce que c'est l'éco-responsabilité? C'est réfléchir de A à Z sur le bâtiment, c'est-à-dire est-ce qu'on le déconstruit, est-ce qu'on garde le béton et on change 100% du second œuvre, etc., etc. Et donc voilà, on a commencé par 1 programme, 2 programmes, 15 programmes, 20 programmes. Aujourd'hui, on a fait 70 000 m² à Sophia Antipolis. Et donc, pour répondre à ta question, comment on s'est fait un nom? Une petite zone comme Sophia, où on fait 400 millions d'euros de programme en 5 ans sur une zone aussi petite, forcément, ça nous a mis en lumière.
Alors, promoteur, investisseur, exploitant, le parcours est jalonné de plusieurs étapes. Tu t'es fait rapidement un nom dans cette industrie, tu l'as dit. Aujourd'hui, tu es toujours promoteur de bureau. Bien sûr. Oui. 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 Plus que jamais. Plus que jamais. Ouais, et on va voir pourquoi. Voilà. Et donc, peut-être rappeler un petit peu ton activité. Tu l'as dit quelques mots dessus sur ton activité de promoteur de bureau, et puis un peu ton regard aussi sur le bureau et l'évolution du bureau tel qu'on l'a évoqué ce matin sous le triple angle du produit, des usages et de la valeur. En fait, je me suis rendu compte en étant promoteur qu'on ne pouvait pas aller au bout de la chaîne de valeur si on n'était pas aussi exploitant. Et donc, j'ai décidé de créer Flexo au tout début du Covid, où on nous expliquait que plus personne n'irait jamais au bureau. Et donc, je dis, c'est le moment de négocier des bonnes conditions. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, on nous explique que c'est plus le moment d'acheter des bâtiments de bureau. Et nous, on est plutôt à l'achat, notamment sur Paris Intramuros, c'est Levallois, Courbevoie et Neuilly. On pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est mon point de vue, Paris a un taux de vacances qui est très faible, on est inférieur à 2% QCA. Les entreprises qui cherchent 10 à 15 000 ne le trouvent pas. Donc, à un moment, elles vont quand même être obligées d'aller un petit peu plus loin. Donc, il y a toujours ces vagues communicants de la défense, ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionnera plus jamais. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision. La question, c'est une question de temporalité. Oui, pendant les 2, 3, 4 ans, ça va être compliqué, mais probablement que ça va repartir. D'autant plus qu'on a des effets connexes, comme le Brexit, qui quand même nous a beaucoup aidé et qui va continuer. Mais pour venir sur, en fait, ce qui m'a surpris dans l'immobilier, c'est de voir à quel point les métiers étaient cloisonnés. L'investisseur, il avait sa vision d'investisseur et de risque. Le promoteur, lui, ce qu'il voulait, c'était en gros marger au maximum. Le locataire, finalement, pardon, mais il était très peu écouté. C'est-à-dire que, limite, hier, oui, aujourd'hui, moi je le vois, plus. Oui, mais moi je le vois. J'ai quand même loué pour 15 000 m² de bureau, pardon. Quand je suis arrivé à Sofia, j'ose dire le mot. En tant que petit acteur, j'étais méprisé. On ne me répondait pas. On faisait des LOI, on ne me répondait pas, ou on me répondait poliment au bout de 2 mois. Et donc je me suis dit que peut-être il y avait quelque chose à faire pour proposer des bureaux flexibles et éco-responsables. Aujourd'hui, Flexo, c'est présent dans 10 métropoles, sur 17 implantations. On est présent à Lille 2 fois, à Rennes 2 fois, à Nantes, à Bordeaux 2 fois, à Montpellier, à Nice, à Sofia, à Paris-Monceau et bientôt à Rue de Rome. Et en exclusivité, je vous l'annonce, à Boulevard Haussmann très bientôt, sur un bâtiment de 7 000 m². Et donc l'objectif, c'est de proposer des espaces où simplement on n'a pas réinventé la roue. Hein. Il y a un acteur, on nous a parlé de WeWork pendant 10 ans. Enfin, il y a un acteur qui existe quand même depuis 89, qui s'appelle Regus, et qui est aujourd'hui l'acteur leader du marché, il l'a toujours été. Et qui aujourd'hui. Sympa de citer ses compétiteurs. C'est pas sympa, c'est la réalité. Moi, j'étais très surpris qu'on fasse du bashing sur le coworking. Et d'ailleurs, Mark Dixon a très bien fait de rappeler qu'il n'était pas expert dans les pertes, mais plutôt dans les gains, et que ça fait depuis 25 ans, même si c'est vrai qu'il a des négociations assez musclées avec certains bailleurs, il a une vision de long terme. Et aujourd'hui, c'est un peu ma vision. Voilà, j'ai une vision de long terme, avec 50 sites d'exploitation en France, sur 150 000 m². Je pense pas qu'on en aura beaucoup plus. Et après, on regardera si c'est intéressant d'aller ailleurs ou pas. Mais pour l'instant, c'est pas le débat. Alors après avoir disrupté le monde de l'assurance, tu veux décloisonner le monde de l'immobilier en étant à la fois promoteur, exploitant et aussi aujourd'hui, comment on peut le dire, pourvoyeur de data. Solution, en fait, il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup utilisé et qui pourtant est le plus important pour moi, c'est la data. Et Costar est bien placé pour le savoir. Je crois. Aux grands dames de certains brokers qui vous voient arriver avec vos gros sabots en Europe, parce que vous avez quand même été leader. Pas du tout de sabots. Hein. Non, je sais, mais c'est voilà, des bottines. Je sais que c'est ma marque de fabrique, bien sûr, les chaussures. Mais voilà, quand on voit Costar aujourd'hui avec certains sites et leaders aux US et UK, on peut s'estimer, avec la bonne vision du groupe, qu'à 5-10 ans, sur certains plans, vous serez aussi leader sur la data. Moi, ma vision, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est en train d'expliquer que l'usage a repris le pouvoir, que les talents imposent à leur société d'avoir certains critères importants, comme l'écologie, les RSE, notamment la nouvelle génération, la flexibilité. Ça impose donc le contenu, c'est-à-dire l'usage, et le contenant. Mais comment on peut gérer du contenu sans l'information ? Et donc, on a développé pour notre propre solution Flexo, donc sur quand même 55 000 m², qui s'appelle maintenant SaaS Office, qui est un carve-out. Aujourd'hui, on recrute 100. Ça, c'est la nouvelle création le quatrième pilier du groupe. Pilier du groupe. Venture Capital, Impact PropTech, Courtin Promotion. Premier promoteur du sud-est de la France en tertiaire. Flexo, on est maintenant dans le top 10 en France, il y a les leaders et nous. Mais particularité, je détiens 100% du capital. Donc c'est vrai que quand vous gérez votre argent, c'est un peu différent. C'est-à-dire que vous avez une vision, si demain tu dois investir sur une boîte, tu vas bien te poser la question, un peu comme quand on demandait est-ce que vous investirez pour votre belle-mère. Pour vous, c'est encore différent. Donc, souvent, on me dit, mais attendez, je ne comprends pas, WeWork a levé 22 milliards, ça vaut rien, le coworking, ça ne fonctionne pas, et vous ouvrez 5 à 6 villes par an. Oui, on a commencé par les régions parce qu'il y avait un déficit de coworking. Je rappelle qu'à Paris, on est à 30% du take-up en coworking, en région, on était à 2. Et moi, j'étais très surpris de savoir qu'à Bordeaux, à Montpellier ou à Lyon, il y avait finalement très peu d'espace de qualité. Et on ouvre entre 4 et 5 000 m² par site.
Reviens un petit peu peut-être sur la logique de contenu-contenant. Ouais. Développe un peu cette idée que moi j'aime beaucoup appliquer à mon métier. En fait, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est très cloisonné. L'investisseur, le promoteur, le broker et le tenant, le locataire. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout est mixé. C'est-à-dire qu'un investisseur aujourd'hui se dit mais comment je vais faire pour soit louer mes bureaux en première, deuxième couronne, faire de la réversibilité sur les logements. Moi, j'y crois pas. Personnellement, je pense qu'il y a moins de 10% des bâtiments qui sont réversibles en logement parce que les trames ne conviennent pas, parce que ça coûte très cher. Et j'étais d'accord avec, je me souviens plus du prénom de la personne, mais qui disait que c'est du foncier. Je crois que c'était Cardam. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de bâtiments, Saint-Denis ou ailleurs, qui vont être du foncier. La difficulté, c'est quand vous avez acheté ces bâtiments il y a 10 ans, ou même 20 ans ou 5 ans, et qu'on vous explique que ça valait 100 et qu'il faut le vendre 25, c'est compliqué de le mettre dans les comptes. Donc on préfère attendre des jours meilleurs. Donc l'attentisme prévaut sur ces actifs-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la partie contenant-contenu, on voit que la valeur d'un actif n'est plus seulement dépendant de sa coque, mais de l'usage qu'on en fait. Ça a toujours été le cas. Mais avant, il y avait un triple A qui se positionnait et Flexo. On nous disait, évidemment, monsieur, vous comprendrez, je préfère prendre un triple A que Flexo. Maintenant, c'est un petit peu différent. On nous dit, on va prendre le triple A, mais on va le prendre sur 70%. On voudrait que vous preniez les 20-30% de notre bâtiment parce que, déjà, on ne veut pas avoir un mono-utilisateur. Et surtout, on sait que ça va attirer d'autres entreprises pour plus tard. Donc, on est devenu un peu la soupape de décompression pour certains corporates. Et nous, aujourd'hui, on n'a aucune difficulté à trouver. Là, j'inaugure le jeudi chez Christian Cutaya, Immovalor à Lyon, 4500 m². Tout à fait le genre de bâtiment avant qu'on n'était pas accessible. On nous donnait les bâtiments un peu excentrés. Là, on a les bâtiments prime, rue Monceau. Voilà, on est vraiment très bien placé, quoi. Alors revenons un peu aux produits bureaux. Qu'est-ce qu'un promoteur, un développeur, un investisseur peut ou doit réinventer dans le bureau ? Moi, je pense qu'on ne réinvente pas la roue, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de questions en ce moment et qu'il faut avoir du bon sens. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie d'avoir sur mes activités, parce que si je me plante, comme je vous ai dit, je perds tout. Donc, faut être très prudent. Donc, je suis un éternel parano dans mes activités, et je me pose toujours la question du plan A, plan B, plan C, plan D et plan E. Et j'essaye que même dans le plan E, je ne perds pas. Donc, c'est pas évident, mais on essaie. Aujourd'hui, en fait, il y a autant de visions de l'immobilier qu'il y a d'acteurs. Un investisseur, il regarde son taux de cap, son risque. On en reparle. Un broker, il est là pour faire la liaison entre les deux. Un locataire, il est là pour savoir si son ramp-up d'effectifs. Donc, il n'y a pas un seul bureau. Malgré tout, on voit qu'il y a une convergence quand même depuis le Covid. On voit que globalement, il y a 20-25% des surfaces qui sont rendues, on en a parlé plein de fois, pour le travail hybride des 2 jours de travail. On voit aussi que les promoteurs, et notamment les promoteurs, et c'est pour ça qu'il n'y a aucun programme qui sort, sont obligés de compenser la baisse des taux de cap, qui est à peu près d'un tiers de la valeur au mètre carré, par une augmentation d'un loyer équivalent. Je prends l'exemple d'à Lyon, où j'allais signer un bail à 300 € du mètre, qui est déjà très cher pour Lyon Place Bellecour. Le promoteur m'explique que si on veut rentrer dans son prix, il faut qu'il loue à 400. Clairement, c'est impossible. Donc aujourd'hui, moi je pense que pendant 3-4 ans, ça va être la merde, il faut le dire, sur les VFA, en région et à Paris, et qu'on va attaquer enfin sérieusement la réhabilitation des actifs anciens, comme nous on l'a fait sur Sophia Antipolis, et c'est une bonne chose. Maintenant, il n'y en a pas tant que ça en région. Dans le centre de Toulouse, on cherche, on ne trouve rien. Montpellier Centre, on ne trouve rien. Donc ça va être compliqué. Donc là, c'est un appel. Non, mais c'est vrai, c'est compliqué. Il y a des choses, on nous dit oui, tel acteur à Marseille va sortir 30 000, mais il ne sortira jamais 30 000 avec 100 précoms. Et la précom des 50% aujourd'hui n'est plus valable. Donc c'est compliqué. Alors sur les usages, tu en as beaucoup parlé, on en a beaucoup parlé ce matin, l'économie de l'usage. Quelle doit être la proposition de valeur pour les clients des immeubles de bureaux ? Tout miser sur le collaboratif, les espaces collaboratifs. Ça serait ridicule. Voilà, aujourd'hui, ça serait ridicule. Aujourd'hui, il faut s'adapter au marché. On passe de bureaux il y a une dizaine d'années à 10% d'espaces collaboratifs de salles de réunion à aujourd'hui à peu près un tiers. Nous, quand on fait la promotion, c'est ce qu'on nous demande. On nous dit, quand vous faites un bâtiment de 20 000 m², on voudrait, là on est en train d'en sortir un, donc comme quoi on peut, on va peut-être être une plus belle transaction de l'année à 85 millions en région, ce qui n'est pas rien. Sur un utilisateur, il nous dit, voilà, avant je vous aurais demandé 10% de salle de réunion, maintenant je veux 30% d'espace collaboratif où je peux mettre n'importe où sur l'étage. Avant c'était plutôt sur les noyaux centraux. Donc aujourd'hui, il faut répondre à cette demande, mais évidemment que non. Évidemment que les entreprises, elles veulent faire venir, on a beau dire, elles veulent refaire venir les talents au bureau, pas forcément au siège. C'est pour ça qu'elles prennent des sites satellites, dont nous, dont d'autres acteurs. Mais en fait, c'est du bon sens. Aujourd'hui, on ne réinvente pas la roue. Il faut des bureaux toujours plus lumineux, toujours des bureaux où on travaille l'acoustique de façon plus importante. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a négligé beaucoup pendant le coworking, c'est l'acoustique.
Tu sais de quoi on parle. Et aujourd'hui, nous, on a un gros travail chez Flexo pour l'acoustique parce que, et pareil, je rends hommage à ce qu'a fait Régus, c'est qu'on expliquait qu'il fallait complètement décloisonner les bureaux, il fallait que tout soit ouvert. Oui, enfin, quand on se retrouve avec 15 ou 20 personnes et c'est bruyant, des fois, on a aussi besoin de se mettre dans un bureau seul ou avec une personne. Donc nous, on est assez cloisonné paradoxalement chez Flexo. On a des grands espaces collaboratifs, mais le reste, c'est très cloisonné. Et de ce que tu observes sur le marché, les entreprises sont prêtes à payer le prix de la flexibilité et les services du bureau opéré aujourd'hui? Si tu regardes le prix au mètre carré, on est game over. Quand à Paris, on va louer un bâtiment à 840, moi je le loue à 2400. Tu te dis c'est game over. Sauf que quand nous on a une densité de 1 pour 8 mètres carrés, et que je peux dire à une entreprise, justement, on est en train de le faire sur un client, qui va louer du lundi au jeudi. Le vendredi, il n'y aura personne. Bah, moi je le loue à moins 50% à d'autres acteurs le vendredi. Donc, au final, il va économiser 20%. Donc, si tu regardes le prix au mètre carré, pour les baux de moins de 3 ans, on est moins cher. Si nous, on sort un bureau chez Flexo à Monceau, sans faire de pub, à 650 € all inclusive. Si vous regardez le prix que coûte aujourd'hui le mobilier, les capex, les changements, etc., vous êtes beaucoup plus cher que ça. Comment on arrive à faire ça? C'est un bon mix de prix de sortie, du bon prix au loyer, on a à moins de 700 à Monceau, j'aurais pas été plus, et une bonne capacité à faire des capex pour pas trop cher. Voilà. Il faut trouver, il n'y a pas d'une remède, il faut vraiment être bon sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc pour moi, oui, le flex office coworking va passer de 5%, les études Goldman et BCG montrent que d'ici 2030, on va passer de 5% à 30%. Alors, c'est pas le coworking, c'est tout ce qui est bureau opéré, mais on va quand même multiplier par 6. Et aujourd'hui, il faut accompagner cette mutation, et c'est vrai qu'on propose maintenant nos services en marque blanche parce qu'on a une vraie expertise. Et tu proposes aussi tes services en matière de data. Donc parlons un peu de SaaS Office, sans faire la page de pub. Qu'est-ce que c'est en D'ailleurs, fait la page de pub, elle est sur l'envers du big up, donc il n'y a pas besoin de la faire. Au sens propre du terme. En fait, SaaS Office, si tu veux, c'est venu d'une idée. En fait, c'est venu d'une rencontre que j'ai faite. Je ne peux pas le nommer parce qu'on ne s'est pas mis d'accord, mais qui m'a dit « Je veux déployer ton outil sur plusieurs centaines de pays. » Tout le monde doit peut-être savoir de quoi je parle du coup. Et on ne s'est pas mis d'accord. Et toi, tu sais. Et je me suis dit « Tiens, si un acteur mondial veut me déployer sur 4000 centres dans le monde, et qu'il a vu quasiment tout le marché, c'est peut-être qu'il j'ai un succès au mois d'août dernier. Et donc j'ai réfléchi, j'ai travaillé, je lui ai envoyé un infomémo, on a envoyé une term sheet, on ne s'est pas mis d'accord. Et donc j'ai dit que j'allais le lancer. Et donc on a carve-outé ça au mois de janvier, on a lancé le 15 janvier, là une partie de mon équipe. Et donc j'ai recruté, moi quand je ne connais pas ou que j'ai la vision, j'ai recruté chez Alten par exemple pas mal de consultants très haut niveau pour m'aider à l'implémentation, parce que le défi c'est l'exécution, hein. Tout le monde a plein de bonnes idées, tout le monde a plein de visions, mais comment tu exécutes ? C'est très compliqué. Et donc, on est en mode Scrum avec ça. Didier, que je salue, mon associé sur SaaS Office, on se connaît depuis 15 ans, puisque j'ai repris pas mal de mes équipes de chez Sentiane. Donc, c'est beaucoup plus facile de travailler avec des gens en qui on a confiance. Mais en gros, c'est de dire qu'aujourd'hui, il existe tout sur le marché. Il existe des badges, il existe du Wi-Fi, il existe une machine à café, il existe du parking, mais il existe autant de badges et de codes qu'on a d'IoT. Et je vais prendre l'exemple d'Amazon. Avant Amazon, comment ça se passait? Vous alliez sur certains sites, Cdiscount, Rue du Commerce, et vous achetiez votre ordi, puis avec un service plus ou moins, vous étiez plus ou moins heureux. Maintenant, quand vous allez sur Amazon, vous ne vous posez pas la question. Vous savez que s'ils ne vous livrent pas, vous êtes remboursé. Amazon, c'est rarement le moins cher. Quand vous comparez certains prix sur Amazon, des fois je fais le deal, avec d'autres, on est des fois 15-20% plus cher. Mais en fait, quand on a goûté à cette expérience utilisateur, quand on a goûté à cette expérience client, on ne revient pas en arrière. Et nous, c'est ce que voient en fait nos clients avec SaaS Office. Je vais prendre un exemple. On est en train de déployer sur 1 million de mètres carrés chez un très grand utilisateur pharmaceutique qui nous dit « Mais moi, j'ai le Wi-Fi. » Je dis « Oui, mais OK. J'ai le café, oui, avec votre badge. J'ai le parking, oui. Mais nous, on vous centralise tout ça sur une seule application. » Nous, chez Flexo, 82... SaaS Office, c'est une application? Non, c'est tout un back-office derrière très lourd, qui permet, comme si tu disais Amazon, c'est un comparateur. Il a toute une logistique derrière. Donc l'application, c'est la partie émergée de l'iceberg. Voilà, c'est ce qu'on voit. Mais derrière, il y a tout un système propriétaire de hardware, software, où on sait qui rentre dans les bureaux, qui est sorti, en respectant les RGPD, en respectant la norme 27001, et on est capable de dire, voilà, le lundi, par exemple, vos collaborateurs marketing viennent dans 72% des cas après-midi. Et ça, aujourd'hui, c'est peu fait en fait, c'est peu utilisé. Et nous, on est capable de le mettre en place très rapidement. On met un serveur chez vous, ça coûte 10 000 €. On se connecte au Wi-Fi. Il n'y a plus de code de Wi-Fi unique. C'est-à-dire que vous avez pour chaque utilisateur un code Wi-Fi dédié. Et donc, on sait qui s'est connecté, etc. Alors, il faut avoir la volonté. En France, c'est toujours un peu touchy. Parce qu'il y a ce côté, on traque les collaborateurs. Enfin, pardon, il y a quelque chose qui existe depuis 100 ans, ça s'appelle la badgeuse. On a le droit quand même de savoir qui est rentré dans le bureau, qui est parti, s'il était dans un étage.
Pardon. Donc en fait, on est une sorte de badgeuse électronique. Et derrière, on rajoute une couche de service. Vous pouvez prendre vos vélos électriques avec Zenride, une petite pub pour une start-up moi. Vous pouvez prendre la batterie au sol, une petite pub pour la batterie au sol. Et voilà. Et toute une multitude de services. Comme d'ailleurs, on voit, hein, là, je salue un de mes amis, Xavier Chouraki de Have a Good Day, qui gère aujourd'hui 1 million de mètres carrés. Il anime pour des gens comme Jessina, etc., etc. Et en fait, il apporte cette couche de service. Peut-être qu'il y a des choses à faire ensemble pour dire, tu apportes cette couche servicielle, mais il manque peut-être une partie IT en plus. Voilà. Moi, je suis persuadé qu'on ne va pas être en low-tech du tout dans l'immobilier. Je pense qu'on va avoir de la tech utile, comme j'ai entendu, c'est-à-dire une tech où tout le monde utilise les téléphones. Moi, je veux le bureau dans ma poche. Voilà. Aujourd'hui, un jeune, il utilise Spotify. Pour un taxi, il prend Uber. Pour un appartement, il prend Airbnb. Pour un hôtel, il prend Booking. Et pour du bureau, il prend quoi? Il prend 10 applis? Il a autant d'applis, ça n'a aucun sens. Donc nous, on essaye, et c'est pas simple, hein, c'est compliqué, c'est de faire simple, et on l'a fait pour Flexo. Aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre. 82% de nos clients, on en a quand même 5000, dont des gens comme Air France, ArcelorMittal, utilisent l'application tous les jours. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a plus de badge. Vous ouvrez votre porte avec votre téléphone. Alors vous allez me dire si votre téléphone tombe en panne. Bah oui, c'est un problème. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le téléphone. Vous ouvrez votre parking avec votre téléphone, du coup je sais que c'est cette personne. Vous n'avez pas de code sur l'imprimante, vous déverrouillez l'imprimante avec, bref, toute une multitude d'usages. Et moi je pense que l'avenir est dans la facilité d'usage, tout simplement. Alors c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. C'est pour ça qu'on propose notre savoir-faire aux investisseurs et aux grands corporates. Alors, tu vois, on a dépassé un peu l'horaire, pas autant Gaël, mais pas, quand même un peu. Tu vois, c'était pas si, déjà si duré long. Et voilà, 20 minutes, c'est ça. très bien. Et donc, moi, je retiens le bureau dans la poche. Oui. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir complètement décloisonné, déstructuré oui. cet entretien. Mais ça te ressemble. Merci.